Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour malheureusement le dernier café littéraire de cette saison. Il en faut un, ce sera celui-là. Un café littéraire un petit peu particulier puisqu'il sera entièrement consacré aux pépites fiction ados. 5 auteurs et autrices qui donnent corps à des mondes pluriels et singuliers. Voilà le programme. Nous nous envolerons avec les Manifrix, 3 super-héros pas comme les autres, décalés, drôles et terriblement attachants, signé Gaspard Flamand. Bonjour Gaspard, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Nous traverserons des contrées dangereuses aux côtés du roi des sylphes grâce à David Brie. Bonjour David. Bonjour. Soyez le bienvenu, on est ravis de vous Merci. accueillir. Nous serons graines, arbres, pirogues, puis violon, sous la plume de Marie Boulic avec le chant du bois. On est ravis de vous avoir avec nous, Marie. Bonjour. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Nous plongerons aussi dans l'océan en eau trouble de Nicolas Michel, Pépite, fiction ado, qui est là dans le public, qui nous rejoindra tout à l'heure. Soyez le bienvenu. Et enfin, grâce à la pépite d'or, eh bien, nous traverserons des orages sous le parapluie de mots d'Anne-Laure Bondou. Alors, ce qui ne change pas, ce qui ne changera jamais dans le café littéraire, c'est le dispositif. On a toujours un ou deux jeunes lecteurs et lectrices qui m'accompagnent. Aujourd'hui, Lorenzo et Laureline, qui sont 2 membres du book club du Pass Culture. Donc, ce sont des passionnés de lecture. Laureline, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. On a un challenge tous les deux. Oui. On le dira pas, on verra à la fin de l'émission si on l'a relevé, ce challenge. Tu as quel âge? D'où viens-tu? Raconte-moi tout. Donc moi j'ai 16 ans et je viens de Bourgogne, de la ville d'Auxerre. D'accord. Donc tu es en quelle classe? Donc je suis en première. En première, d'accord. Quel genre de lectrice es-tu? Je lis un peu de tout, mais surtout de la science-fiction, tout ce qui est fantastique. Et aussi des bandes dessinées, des mangas, des romans, vraiment c'est très varié. D'accord. Tu coûtes très cher à tes parents. Comment ça se passe? Ça va, on s'en sort. On s'en sort? Très bien. Tu es contente d'être là avec nous? Ouais, très Tu as lu contente. tous les livres? Oui, oui. Ah, on a bien bossé, tu peux montrer, il y a les questions, c'est très très sérieux cette histoire. Lorenzo, bonjour. Bonjour. Tu as 18 ans et tu nous viens de Marseille. Voilà, sois le bienvenu à Montreuil dans le 9-3. Merci beaucoup. Toi aussi, tu fais partie du book. Tout à fait, du book club du Pass Culture. C'est quoi le book club? Ça fonctionne comment en un mot? Explique-moi. En un mot, c'est un groupe de lecture. Voire en deux. Groupe de lecture, 3. Du Pass Culture, on reçoit tous les mois 2 ou 3 livres choisis dans une thématique. Par exemple, en novembre, c'était Histoire d'amour. On a reçu des romances, par exemple. On a reçu des fictions avec des histoires d'amour à l'intérieur. Et à la fin du mois, on donne notre avis sur les romans. D'accord. Donc c'est un moyen de ne pas payer des livres. Oui, tout à fait. Bien vu, c'est malin ça. C'est très malin. Donc toi aussi, tu reçois plein de livres. Ouais, c'est Ça ça. fait des économies pour tes parents, ça c'est bien. Je pense toujours aux parents. Bon, vous êtes prêts? Vos questions, vous avez tout lu, tout Oui, analysé, disséqué. On est OK, on y va? on y va. Allez, c'est parti. Puis on va attaquer avec Gaspard Flamand. Alors, après Lyon, Madrid, Paris et Marseille, vous vivez maintenant à Montpellier, on est d'accord? Tout à fait, on est bon. Voilà, jusqu'à là on est bon. Vous avez été animateur d'ateliers d'écriture, assistant d'éducation, enfin vous bossez avec les ados. Tout à fait, ouais, depuis dans l'animation ou comme pion, effectivement, dans un lycée. Les jeunes ne vous font pas peur. Si, quand même, mais C'est vrai qu'ils sont assez effrayants quand ils font même. peur, mais je les connais quand même. C'est pas. Vous êtes chroniqueur radio aussi? Ouais. C'est ça? Oui, dans une radio culturelle de Montpellier. Et le rap fait partie de... C'est une émission rap du rap local montpelliérain et d'Occitanie. Donc voilà. Ah, d'accord. Il y a peut-être un lien aussi peut-être il y a un lien à creuser dans l'histoire. Dans l'histoire des Manifrix. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est celle de Cheyenne, Liam et Squadro. Il y a une lionne des cités, un petit voyou des bas-fonds irlandais et une créature aquatique, mi-homme, mi-poisson, qui se découvrent super-héros un peu par hasard. Ils sont dotés donc de super-pouvoirs et ils vont, contre toute nature, s'unir contre un caïd de cité. C'est le mythe des super-héros, revu et corrigé avec modernité et beaucoup d'humour. Lorenzo, je crois que ça t'a pas mal plu cette histoire. J'ai adoré Les Manifrix, c'était un super roman. D'où ma première question. L'écologie, ça tient une place clé dans votre intrigue. Est-ce que ça vous tient à cœur de la placer au cœur du roman?
Alors, l'écologie, dans ma vie, a une importance classique. Je ne suis pas non plus un grand militant, mais je suis conscient de ce qui se passe. Et après, c'est surtout avec la question des super-héros. Il y a toujours le super méchant. Et dans les premiers Superman et tout ça, c'était toujours les Russes qui allaient détruire la planète. Ce qui est peut-être un peu revenu à la mode, mais je veux dire, voilà, il y avait un truc comme ça. Et pour moi, en 2023, la planète, si elle va être détruite, ça va d'abord être par les problèmes écologiques. Et donc, du coup, c'était ça l'idée de faire le grand méchant. Bah, c'est ça, c'est la pollution et tout ça. Donc ça m'a permis de créer ce personnage du grand méchant qui est un pollueur terrible et de Squadro qui a décidé d'aller protéger la mer à coups de poing. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi vous avez choisi de mettre en scène des orphelins dans des quartiers défavorisés? Est-ce que ça vous tenait à cœur particulièrement? Alors, déjà la question des orphelins me touche et m'importe. Voilà, il y avait un peu l'idée avec une douleur comme ça, est-ce que la vie pourrait pas en échange nous donner un truc super? Bon, on n'a pas de parents, mais du coup au moins on pourrait avoir quelque chose de fun en échange, comme s'il y avait une espèce de justice. Après, c'est aussi un classique de dramaturgie, c'est que de toute façon, il faut des problèmes pour que l'histoire avance. Parce que s'ils étaient tous les deux chez leurs parents et que tout allait bien, le livre durerait 1 page et demie et on s'ennuierait profondément. Donc d'où les difficultés et sociales et familiales pour qu'ils soient obligés de bouger, de faire des choses, quoi. Mais vous avez chargé la barque, quand Du coup, même. j'ai chargé la mule. Parce que la Cheyenne, par exemple, elle cumule, quoi. Oui, c'est vrai. C'est que du coup, ouais, mais elle traverse les murs. Il y a un moment où il faut qu'elle ait douillé vachement avant, quand même, pour avoir le droit de traverser les murs, quoi. Oui, rappelons que Cheyenne, elle vit dans une cité. Elle s'occupe de toute sa famille. Sa sœur est en prison. Voilà, c'est un beau portrait de jeune femme des cités, hein, je trouve. Ouais, merci, tant mieux. Moi, et puis elle, c'est le premier personnage que j'ai découvert il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, j'avais Cheyenne et peu à peu se sont construits les autres. Donc c'est elle la base. D'accord. C'est parti autour de Cheyenne. Ouais, le premier personnage, c'est Cheyenne, qui n'avait pas du tout cette histoire-là, mais qui avait déjà ce pouvoir et cette famille qu'on recomposait, recomposait. Ouais. Je reprends du coup. Le livre se passe à Montpellier, une ville avec un taux de criminalité assez bas quand même comparé à Marseille où j'habite. C'est ce que j'allais dire, il me l'a enlevé de la bouche. Donc vous avez décidé de placer des super-héros dans une ville avec du coup peu de criminalité. Pourquoi ce choix ? Alors, j'étais à Marseille avant, je vivais à Marseille avant, et j'ai envie de te dire que c'est un peu une rumeur, ça, parce qu'à Montpellier, il y a un taux de violence qui est aussi bien présent. On a des gros problèmes liés à plein de choses, mais notamment au trafic de drogue aussi. C'est un peu une petite Marseille sur certains aspects, toute proportion gardée. Mais il y a vraiment il y a des quartiers qui connaissent une vraie misère, et il y a une vraie mixité qui crée des scènes particulières. Il y a des territoires, des zones comme ça. Et après, moi, je voulais aussi m'ancrer dans l'endroit où je vis. Notamment on en revient à la question du rap, mais parce que je suis très lié à la scène du rap local et que je voulais pouvoir faire du local, vraiment même aussi sur la culture et sur les lieux, et notamment sur les rappeurs qui croisent dans le livre, qui font la bande-son et tout ça. Ok, merci beaucoup. Oui, parce qu'il y a une bande-son aussi, hein. On peut. Tout à fait. Ouais, c'était quoi l'idée d'inclure cette bande-son? Alors, à la base, c'est dans la collection Exprime de Sarbacane. Il y a Ouais. toujours une bande-son. Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais moi, j'ai toujours fait et on peut toujours le faire. Et moi, c'était l'idée de faire découvrir aussi des choses. Donc, en étant un peu dans ce monde-là du rap, je vois beaucoup de solidarité, de collaboration entre eux, d'entraide entre tous les artistes. Et je me suis dit, ces gars-là, moi, m'ont fait vivre des choses incroyables. C'est la musique que j'écoute en écrivant, c'est eux. Je veux mettre leur nom dedans pour que les lecteurs les découvrent. Voilà, c'est aussi montrer qu'il y a du rap partout, même à Montpellier. Alors, c'est du coup l'influence du rap dans votre écriture à vous. On la retrouve comment? On la retrouve où? Alors, je pense que sur certains clichés de thématique du rap, on me retrouve sur une certaine violence et quelque chose de la rue et tout ça. Après, moi, j'écris en écoutant du rap. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai toujours un beat de rap dans mes écouteurs ou tout ça. Donc, je pense qu'il y a une écriture aussi ça rythme mes phrases forcément. Il y a forcément un impact. Rap français. Ouais. Et même là, maintenant, exclusivement Montpellier. J'ai plus le temps d'écouter autre chose à peu près. Ouais. À ce point-là, la scène est si riche que ça à Montpellier. Ouais, et c'est terrible parce que si Montpellier a autant de rappeurs et qu'il y en a autant dans toutes les villes de la même taille en France, on se rend pas compte c'est génial, c'est formidable. Ouais. Mais... Ouais. D'accord. Et donc, pour revenir aux personnages principaux, Cheyenne traverse les murs, Squadro peut respirer sous l'eau et Liam peut voler. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier ces trois personnages dans un même univers, donc avec des pouvoirs très différents? Et qui viennent d'horizons complètement différents, hein. L'Italie, l'Irlande, la France, qui se retrouvent à Montpellier, le centre de l'Europe.
Ouais, c'est le centre du monde. Mais oui, c'est. Entendu, pardon. Évidemment. Non, mais c'est moi mes 3 romans, c'est pareil, c'est l'idée d'une rencontre. Ça a toujours été comme ça. Mes 3 romans commencent par une rencontre. Et là, moi, j'avais la volonté de faire des gens justement très européens qui viennent des extrémités de l'Europe, une île au nord, une île au sud et elle au milieu. Et après, qu'ils vivent ensemble. Enfin, moi, c'est toujours le même truc que je disais, des conflits. Il faut des gens très différents. Et du coup, là, ils sont vraiment très, très différents. Et donc, l'énergie peut démarrer. Et ce qu'ils ont en commun, c'est cette particularité d'avoir un pouvoir. S'ils n'avaient pas eu ce pouvoir, ils ne se seraient jamais rencontrés et ils n'auraient jamais été potes. Mais là, ils sont un peu obligés, forcés de se dire, bon, on a quand même un truc en commun. Donc voilà, c'est le déclencheur de leur rencontre. Si je réponds à ta question, à peu près. Du coup, vous avez écrit ce roman avec beaucoup d'humour, de légèreté entre ces 3 amis. Comment est-ce qu'on fait pour que l'humour n'impacte pas ni l'intrigue, ni le sérieux de l'histoire ? Je crois que je réfléchis pas beaucoup à l'humour. Enfin, je trouve ça important. Moi, ma grande angoisse quand j'écris, je me dis tout le temps, ils vont se faire chier. Je veux pas du tout que les gens s'ennuient. Donc ça impacte sur le rythme et ça impacte sur le fait que moi, je sois incapable de parler de choses sérieuses sans dire des blagues au milieu. Donc du coup, plus la situation est dramatique, plus j'ai des blagues qui me viennent naturellement. Mais j'écris pas en me disant je vais faire un livre drôle ou je vais faire rire les gens. C'est plutôt après on me dit c'était drôle et je dis ouais mais t'as vu quand même, c'est grave aussi quand même. Mais voilà, il y a l'humour qui passe dedans, mais c'est pas une démarche volontaire. Je sais pas comment dire. Voilà. Il y a l'humour du vocabulaire, puis il y a l'humour des situations aussi. Par exemple, Squadro, qui se déplace grâce à la moindre flaque d'eau, en fait, il peut aller à peu près partout. Et le meilleur moyen quand même de bouger dans une ville, c'est quand même de passer par les égouts. Donc quand il arrive, il schlingue un petit peu quand même partout où il arrive, quoi. Ouais, et puis il est très inadapté socialement, donc il se balade nu en sentant les égouts. Il sort de la plage, oui, à poil, quoi. On peut dire ça, puisque complètement, oui. Il est moitié poisson. Donc il y a le vocabulaire, il y a la situation aussi. Quel genre d'autres humour vous distillez, moi, il y a utilisez? sur les dialogues, moi j'aime bien l'incompréhension parce qu'en plus il y en a 2 qui sont pas natifs de France, pas francophones de naissance, et du coup j'aime beaucoup ça. J'ai fait des dialogues réguliers d'incompréhension où le langage jeune de Cheyenne de 2023, ils comprennent pas, du coup ils doivent expliquer. Eux, ils disent d'un coup des mots en anglais ou en italien, du coup ils se comprennent pas. Moi, cette incompréhension crée des situations effectivement plutôt drôles, je pense. Une dernière question? Non, c'est bon. On a déjà fait le tour, vous avez déjà épuisé vos questions. C'est quoi votre super-héros préféré? C'est Squadro, mon préféré. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est la touche de légèreté qu'il a en plus des autres que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage. Ouais. Donc c'est l'homme moitié poisson, moitié requin, c'est ça? On ne sait pas trop. Hein. C'est un enfant qui a grandi avec des requins, mais du coup il est un peu... Et toi, Laureline? Moi, c'est plus Cheyenne, je pense, parce que malgré toutes les responsabilités et tout ce qui repose sur elle, elle est quand même assez forte et elle réussit à vivre sa vie à côté en plus. Et voilà, elle a beaucoup de responsabilités et malgré ça, elle s'en sort et elle arrive à faire la part des choses, et même si c'est compliqué parfois. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Ouais, c'est la plus adulte et la plus construite. Les autres, c'est un peu des gamins impulsifs quand même. Elle, effectivement, elle a un sacré travail. C'est un magnifique portrait de femmes, je trouve, de femmes puissantes plutôt que fortes dans les cités. Magnifique, donc Gaspard Flamand, c'est chez Sarbacane et on a adoré, comme vous avez pu l'entendre. On va retrouver l'ensemble de la sélection Pépites, livres illustrés. On se retrouve juste après.
Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil pour ce dernier café littéraire de la saison, un spécial pépite fiction ado. On va continuer notre tour de table avec vous, David Brie, avec le roi des sylphes chez Nathan. Vous êtes romancier de fantaisie, d'anticipation et d'uchronie. Vous avez sorti votre première trilogie en 2009 qui s'appelle La seconde chute d'Hervalon ou l'Hervalone. Hein, il y a deux écoles. Ouais, deux écoles, moi je dis Hervalon, mais chacun dit comme il veut. Voilà. C'est ça qui est bien en imaginaire, c'est qu'on dit les noms comme on a envie. Et vous avez déjà une vingtaine de livres dont le royaume des sylphes. C'est peut-être un petit pas de côté dans votre bibliographie, on va en parler, mais bon, la chose la plus importante, c'est que quand même, vous venez de fêter vos 50 ans cette semaine, et on quand même tenait à vous le fêter, et à vous féliciter quand même. Merci Donc, beaucoup. bon anniversaire, David. Merci beaucoup. L'histoire du roi des sylphes, c'est le royaume des monts brumeux qui est menacé par les humains. La reine des sylphes craint pour la vie de son fils de 15 ans. Donc elle va chercher de l'aide auprès de son ancienne amante, une autre sylphite, Joran ou Joran. Là aussi, pareil, hein, on fait comme on veut. On va voir comment font Lorenzo et comment ils prononcent Lorenzo et Laureline. Donc elle va escorter le jeune homme jusqu'au sanctuaire des sylphes, cette reine, pour qu'il devienne immortel. Mais bon, ça se passe jamais comme on veut. Et naturellement, le garçon, contre toute attente, lui, il préfère rester du côté des humains. Laureline, je crois que tu as particulièrement bien apprécié Le Roi des Sylphes. Ouais. Moi, pourquoi ? J'ai vraiment aimé l'univers que vous avez réussi à écrire, en pourtant en si peu de pages. Et justement, c'est ma prochaine question, puisque le livre il fait une 60aine de pages. C'est un format qu'on retrouve très peu en fantasy. On a plus l'habitude de voir des gros romans avec beaucoup de pages. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, de prendre ce contre-pied-là et de faire un livre plus court ? Alors c'est Nathan qui m'a proposé, et ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas du tout à l'aise avec les textes trop courts. La nouvelle, c'est pas mon domaine de prédilection. Après, j'ai écrit une vingtaine de bouquins, j'ai commencé par les romans adultes, et Nathan est venu me proposer d'écrire de la jeunesse, donc j'ai commencé à faire des romans plus courts, et des romans très courts. J'ai Le Clan du Chaudron qui est pour les tout petits, c'est encore plus petit que ça. Et au final, quand ils m'ont proposé de participer à cette collection, j'étais déjà très content. Parce que Court Toujours, c'est une collection qui a pour objectif de relancer la lecture auprès de ceux qui ont un peu de mal ou de proposer la lecture à ceux qui, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent le nombre de pages. Et dès qu'il y a 3 chiffres, ça leur fait peur. Et donc, c'est comment essayer de partager l'amour de la lecture, l'envie de lire à des gens qui sont un peu moins lecteurs, avec des histoires du coup un peu coup de poing. Histoire qui va les embarquer tout de suite et qui ne vont pas durer pendant des centaines de pages. Alors j'ai relevé le défi avec beaucoup d'enthousiasme, d'autant qu'il s'ouvrait à la fantaisie. Alors après, comment est-ce que j'ai travaillé ? C'est marrant parce que j'ai réfléchi à quelle histoire je voulais raconter. Et j'avais dans l'esprit, ça se fait de manière un peu intuitive. C'est comme Gaspard qui disait que l'humour, il ne le fait pas exprès. Moi, la tête de l'histoire, je sais grosso modo que je ne vais pas pouvoir trop m'étaler. Et je sais que je vais avoir un lecteur en face qui n'a pas envie que je m'étale. Donc c'est aller à l'essentiel. 2-3 fois, on m'a dit assez récemment, c'est aller jusqu'à l'os. J'aime beaucoup cette idée, c'est pas de gras. L'essentiel, le cœur du truc. Il y a une manière assez brute, mais que j'aime beaucoup à la fois dans la manière d'écrire, mais aussi dans la manière de recevoir l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai travaillé cette histoire. Et le premier jet, c'est vraiment parce que on parle en termes de signes quand on écrit des romans. La collection, c'est 50 000 signes. Le premier jet, on faisait 49 000 et quelques. Donc après, j'ai retravaillé évidemment. Mais voilà, ça se fait. Il y a une part un peu de. Ça se fait assez naturellement. Puis après, évidemment, on ajuste, on est un peu au-dessus, un peu en dessous. Mais ça s'est fait. Voilà, l'idée, aller droit au but, aller à l'os. Et donc c'est un livre qui est destiné qui se destine pas forcément aux lecteurs, à ceux qui ont l'habitude de lire. Ça peut aussi parler à des personnes qui n'ont pas l'habitude. Ouais, mais c'est vraiment l'idée, c'est de. Moi, j'imite 2 choses. C'est déjà permettre à ceux qui lisent peut-être d'essayer une histoire, et des histoires, parce que Court Toujours, il y a beaucoup d'histoires différentes, c'est ça qui est top. Et l'imaginaire, c'est pas une littérature que tout le monde connaît, c'est une très chouette littérature où on aborde plein de thèmes. Le Roi des Sylphes, on aborde la rébellion, le sacrifice, ce qui nous est imposé, la liberté, plein de choses. Mais l'imaginaire, ça aborde énormément de thèmes. C'est une littérature à laquelle je tiens énormément. J'ai écrit là-dedans et c'est pas sans raison, qui est
passionnante, vraiment passionnante. Et ce que j'espère aussi à travers ce roman, c'est peut-être que des gens qui ne lisent pas forcément d'imaginaire, comme c'est un texte assez court, eh ben, ils vont essayer. Et puis j'espère évidemment aimer ou ouvrir une porte à la littérature. Moi, je lis de tout, j'adore ça, et je trouve ça plutôt chouette. Donc, si je peux participer à ça, c'est très chouette. Est-ce que du coup le découpage, c'est le même que pour un roman de 600 pages? Imaginons Le Roi des Sylphes qui fait 600 pages ou 3 volumes. Est-ce que en fait les paragraphes sont absolument les mêmes? L'articulation est la même? L'histoire classique qu'on peut retrouver sur 1000 pages ou 60 pages? On va, sur un texte court comme ça, les chapitres, je pense qu'il faut les faire un peu plus courts. Les chapitres, c'est une question de rythme aussi. C'est que quelqu'un qui n'est pas un gros lecteur, si on lui fait des chapitres de 40 pages, je crois que ça peut l'arrêter. Montrons des chapitres courts, montrons qu'on peut faire une pause assez rapidement. Sur l'histoire, là aussi, on va aller à l'os. C'est-à-dire que le Roi des Sylphes, j'aurais pu en faire un long roman, j'aurais pu en faire une longue histoire. Dans ce cas-là, j'aurais parlé de tout ce qu'il y a autour. J'aurais mis de la chair, du gras, j'aurais mis plein de choses. L'idée de base est la même, le point de départ est le même. Et c'est après comment on va le construire. Enfin, ce qui est un peu une évidence, c'est comment on va le construire. Et là, c'est vraiment rester au cœur du sujet. C'est pas de fioriture, c'est aller au cœur du sujet. Et puis après, quand on fait des romans plus longs, en effet, on va s'installer, on va plus raconter l'histoire des autres personnages, on va raconter le passé, on va rajouter des intrigues aussi. Là, en fait, l'intrigue, on est vraiment pareil. Là aussi, sur l'os, c'est le cœur de l'intrigue est là. Et quand on fait des romans plus grands, on rajoute d'autres intrigues et du coup, le lecteur s'amuse aussi à découvrir le monde, l'univers, les personnages au travers des multiples intrigues. Je reprends du coup. Votre roman est très court, il fait du coup 60 pages comme l'a dit Laureline. Ce roman peut générer des frustrations chez les lecteurs qui ne peuvent pas tout explorer dans l'histoire. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que c'était une volonté de votre part du coup? Alors ça ne me dérange pas du tout. Je comprends tout à fait cette frustration. J'aime beaucoup les fins assez ouvertes. Alors pas trop, parce qu'une histoire, elle a un début, une histoire, elle a une fin. Et il est très important. Enfin, moi, je trouve qu'en tant que lecteur, les romans qui n'ont pas de fin, les romans qui n'ont pas d'histoire, moi, j'accroche pas. C'est une question de goût. Hein. Donc, j'aime les fins. Cela dit, j'aime pas les fins trop fermées. J'aime bien qu'il reste des questions, qu'on se demande qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer après, ou bien le fameux « et si » 3 petits points. J'adore ça. Dans Le Roi des Sylphes, en effet, c'est forcément extrêmement court parce que le format l'exige. Forcément, on aimerait savoir, même moi, hein, même si j'ai quelques idées, ce qui se passe après et ce qui se passe aussi à côté. Il y a quelque chose que je trouve très touchant dans la lecture, mais je crois même que c'est le fondement même de la lecture. C'est que nous, en tant qu'autrices et auteurs, on propose des histoires et le lecteur va se faire sa propre histoire à partir de tous ces romans. Et c'est ça que je trouve magique. C'est que l'écriture comme la lecture sont des choses qui sont très solitaires et pourtant, on va tous imaginer une histoire qui sera à chaque fois différente. Et je suis toujours émerveillé et assez fasciné quand les lecteurs viennent me voir en salon ou en médiathèque, etc., qui me disent tiens, moi j'ai bien aimé ci, j'ai bien aimé ça, j'ai compris ci, j'ai compris ça. Et des fois, ils me disent mais est-ce que c'est ça que vous vouliez dire? En fait, on s'en fiche de ce que je veux dire. C'est qu'est-ce que chacun retient de l'histoire. Donc, qu'il reste de l'espace, et en l'occurrence pas mal d'espace, pour imaginer, regretter peut-être qu'il manque des choses, et ben charge à chacun peut-être s'il a envie de se faire son propre complément et sa propre histoire autour de l'histoire. Merci beaucoup. Je suis d'accord alors, je suis pas d'accord avec Lorenzo. Je trouve effectivement ça génère de la frustration, mais ça permet effectivement vraiment de se créer un monde incroyable. Et d'ailleurs, ça va pas un petit peu vous poser des problèmes pour revenir à des formats longs, parce qu'en fait, là, vous nous livrez ça et à nous de compléter tout l'imaginaire que vous ne décrivez pas. Et j'adore ça. Et en fait, moi, une de mes grandes trouilles quand j'écris, alors j'ai plusieurs trouilles, c'est le fait d'ennuyer mes lecteurs. Ça, c'est une inquiétude, mais qui est très saine. Et une autre inquiétude que j'ai, c'est de faire plusieurs fois la même histoire. Parce que je crois quand on écrit, on est un peu hanté par des sujets plus ou moins nombreux et qu'on va retrouver dans nos écrits. Et c'est ce qui plaît aussi à nos lecteurs qui se retrouvent dans ces sujets. Sauf que comment faire pour parler à chaque fois? Alors moi, c'est la mort, c'est l'amitié, c'est la perte, c'est l'amour, c'est la jalousie, la mélancolie qui est très présente dans ce que j'écris aussi. Mais comment faire pour pas ennuyer? Et en fait, les différents formats servent beaucoup à ça. Le Roi des Sylphes
peut ressembler, l'histoire c'est pas du tout la même, mais à mon dernier roman adulte qui s'appelle Le Chant des Géants, qui est très aussi dans l'os comme ça. C'est un roman adulte mais qui est pas très très long, où je vais vraiment à l'essentiel. Et c'est un travail qui est super intéressant de laisser tant d'espace. Là, je suis en train d'écrire un roman de science-fiction qui va être plus gros, plus vaste, où je vais moins laisser de place. Il y en a forcément, il faut en laisser de la place à l'imaginaire. Mais là, pour le coup, je vais plus raconter de choses. C'est un travail qui est différent, à la fois pour l'auteur ou l'autrice, et c'est une réception différente des lecteurs. Donc, c'est des manières différentes de raconter des histoires, et j'aime beaucoup les deux. Ok. Dernière question, Laureline. Donc dans ce roman, les sylphes ils se sentent en danger parce que les hommes ne ressentent plus de peur à leur égard. Est-ce que vous pensez que cette peur peut être une arme ou une forme de protection? La peur, c'est les deux. C'est les deux. La peur, c'est... Ça parle, la peur, aujourd'hui, dans Mais, notre bien sûr. société. Hein. Oui, mais la peur, c'est fascinant. La peur, ça peut être un instrument, enfin, c'est un instrument de pouvoir, comme un instrument qu'on peut utiliser pour tout un chacun, hein, pour ne pas être touché par les autres. Tout dépend de l'intention qu'on met derrière. Les sylphes, ça pourrait d'ailleurs être les deux. Hein. C'est comment faire pour que les hommes n'approchent pas. Et d'ailleurs, on le voit, c'est qu'au final, ils ne font pas grand-chose. Les hommes approchent. Mais moi, j'aime beaucoup ce sentiment de quelque chose qui est assez inexorable. C'est la perte. Je trouve ça fascinant, la perte. Donc les hommes, petit à petit, montent dans les montagnes, envahissent doucement le territoire des sylphes, qui comptaient sur leur peur, sur la peur qu'ils provoquent pour que les hommes ne le fassent pas, mais ils le font. Et eux, qu'est-ce que font les sylphes derrière? Pour l'instant, rien. Donc oui, il y a quelque chose d'assez... mais ça parle des légendes, ça parle de plein de choses, tout ça. Ça parle des légendes, ça parle de l'inconscient aussi. Moi, j'aime. Bref, l'imaginaire est beaucoup dans l'inconscient. Ça parle de toutes ces croyances que l'on a et qui donnent une couleur au monde et qui petit à petit disparaissent. Donc c'est aussi très moderne. Et la peur, la peur, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand elle disparaît et est-ce qu'on l'accepte tout le temps. Et Galen, typiquement, il ne veut pas, surtout, les sylphes sont très dans l'absence de sentiments. Enfin, c'est très adulte en fait. Galen, il a très très peur de ça. Donc voilà, ça parle de tout ça, mais ouais, En 60 pages, que 60 pages. Voilà de quoi ça parle. Le champ est immense. Merci beaucoup, David. Je vous propose mais vous restez avec nous. Hein. On retrouve l'ensemble de la section Pépite Fiction Junior et nous, on se retrouve juste après. Depuis quelque temps, j'ai oublié le vrombissement des voitures, la danse folle des gens dans les rues. Nous avons quitté la ville pour nous installer à la campagne. Nous avons déménagé, mes sœurs, mes parents et moi. Elle ferme les yeux et c'est l'appel du néant. Son corps, pris en tenaille par des milliers de mains, celles de ceux qui l'ont précédée, celles de ceux qui lui succéderont, s'enfonce sans fin, aspirée par les entrailles avides de la terre. Longtemps après le début de l'extraordinaire histoire que tu viens sans le savoir de commencer à lire, Ottoline se rappellerait le jour où à l'école, le dernier jour avant les vacances d'été, l'instituteur avait demandé aux élèves d'écrire sur une feuille leur futur métier, puis de se dessiner. Nous amorçons notre descente vers Attar. Notre atterrissage est prévu à 18h05 et la température au sol est actuellement de 36 degrés. Le nez de l'avion s'est incliné vers le sol et maman m'a pris la main. « Ça va ?» a-t-elle demandé pour la 1000e fois. J'ai hoché la tête. Chaque matin, dans la vallée de Milleherbes, l'arrivée de l'eau s'annonçait par des tremblements et des plaintes de toutes les canalisations. Alors, dans chaque maison, les robinets laissés grands ouverts crachaient de grosses bouffées d'air avant de libérer un filet d'eau brune. Retour en direct du salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil pour ce dernier café littéraire de la saison, un spécial Pépite Fiction Ado. Et nous allons recevoir Marie Boulic pour Le Chant du Bois au Thierry Magnier Édition. Marie Boulic, vous êtes journaliste. Nos étés sauvages, votre premier roman est sorti en juin 2022 et le Chant du Bois vient juste de sortir. L'histoire: une graine qui devient arbre, qui devient pirogue, puis violon.
C'est un poème en vers libre magnifique sur l'essence des choses et le sens qu'on leur donne. C'est porté par une langue riche mais accessible. Ça nous a beaucoup touchés. Et toi aussi, Lorenzo? Énormément, oui, j'ai adoré ce roman. Et donc ma première question qui m'est venue en commençant directement l'histoire, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire d'un arbre, finalement? Alors l'envie, elle est très simple en fait. J'ai entendu cette histoire qui est inspirée de faits réels à la radio, dans un reportage, complètement par hasard sur Radio France Internationale, station que je n'écoute jamais. Et en fait, voilà, un bout une molette de radio qui tourne et on se retrouve à entendre une émission. Et l'histoire initiale, ce reportage, c'est sur les prisonniers de la prison de Milan qui transforment les barques qui ont transporté des migrants et qui arrivent dans le cimetière de bateaux de Lampedusa. Ils les transforment en instruments à cordes. Donc en fait, ça déjà, c'est magnifique. C'est une initiative d'une fondation italienne. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je vais raconter l'histoire de cette barque parce que c'est quand même incroyable. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit non, je vais raconter l'histoire de l'arbre. Je vais profiter du fait que le bois est une matière vivante et profiter du fait que ça reprend quand même tous les thèmes un petit peu universels. C'est-à-dire que l'arbre vient de la terre, il bouge sur la mer, il est en contact avec tous les éléments. Et je suis partie aussi du principe que le bois était en contact avec la mémoire un peu cellulaire de la mer, pour imaginer tout ce qu'il aurait pu être d'autre qu'une barque de pêcheurs, de pêcheuses en l'occurrence. Et puis voilà, en fait, il y a une quantité de thèmes dans ce roman qui sont arrivés par le biais de ces faits réels, en fait. Un roman ou plutôt un poème? Alors c'est du les vers deux, libre. les deux se défendent. Les deux se Un défendent. roman dans la Ouais. mesure où c'est une histoire avec un début, un milieu, une fin, des personnages, des dialogues. Donc non, c'est vraiment un roman. D'accord. Auréline? Et donc, à travers l'histoire du bois, on suit celle de migrants. Donc, c'est un sujet complexe. Et comment est-ce que le fait d'aborder ce sujet par l'histoire du bois, ça vous a permis d'écrire sur les migrants? Alors en fait, moi, il y a un sujet sur lequel je ne voulais pas écrire, c'est les migrants. Je m'en Pourquoi? ai jamais dit à personne, parce que je me sens pas très légitime, tout simplement. Dans la mesure où je suis pas allée sur place, où j'en ai pas rencontré. Voilà, c'est vraiment un sujet dans la série des sujets qui sont trop grands pour vous. Et puis en fait, donc je m'étais toujours dit, je n'écrirai jamais sur les migrants, ça c'est sûr, c'est un fait établi. Hop, rangé, tiroir. Même pas tiroir, ça n'existe pas quoi dans mon univers. Et puis arrive cette histoire et le fait est que ça m'oblige. L'histoire qui est arrivée à vous. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle m'est vraiment tombée dessus et donc je me suis inspirée de témoignages de migrants pour écrire dessus. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Très bien. Oui. N'hésitez pas si vous n'êtes pas content. Hein, Oui, c'est ils ça, sont là pour oui. ça. Hein, Vous avez super ça bien ne vous répondu. satisfait pas. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en lumière l'histoire de cette femme, cette pêcheuse, qui est amenée du coup à devenir passeuse dans le roman? Est-ce que c'était un choix qui vous tenait à cœur? Non, alors en fait j'ai écrit en commençant par le début. Et puis au moment d'écrire début, c'est la sur graine, hein. barque, le début c'est la graine. La graine de l'arbre. Hein. Ouais. Même si en réalité j'ai commencé par écrire les dernières pages. Mais quand j'ai vraiment commencé la rédaction du livre, j'ai commencé par la graine. Au moment de parler de la barque, j'ai commencé à me documenter un petit peu sur comment on fabrique une barque. C'était très fastidieux, je me suis dit que ça allait être très pénible pour les lecteurs. Donc j'ai abandonné, mais j'ai quand même regardé un petit peu des reportages. Et puis je suis tombée sur un reportage de 2 minutes 22 sur une femme tunisienne, pêcheuse, qui m'a bouleversée. Parce que, exactement comme je le décris dans le livre, elle va pêcher tous les jours et elle parle à la mer et elle lui confie ses tourments, elle lui confie ses peurs, ses peines, etc. Et cette femme était incroyable. C'était une vieille pêcheuse. Et voilà, donc je l'ai mise dans mon roman. Elle s'appelle pas du tout Zora dans la vraie vie, mais voilà, c'était une forme d'hommage aussi, je pense. Donc, au final, les médias, c'est un peu votre source d'inspiration? Alors, j'ai pas entendu le premier mot au final. Les médias,
C'est un peu votre source d'inspiration. Le monde, oui, c'est ça. J'allais poser la même question. En fait, le monde, il vous tombe dessus en fait pour cette histoire. Oui, c'est ça. Tous les ingrédients vous sont venus petit à petit. C'est incroyable. Alors, si bien que les témoignages des migrants, en fait, quand il a fallu que j'aborde un petit peu cette partie-là, je ne savais pas tellement comment m'y prendre. Et mon mari, qui est journaliste aussi, revient un soir, il venait de rencontrer une pigiste avec laquelle il travaille, et il me dit, c'est incroyable, elle a écrit un livre de témoignages. Elle a été sur l'Ocean Viking pendant 2 mois, et elle a écrit un livre de témoignages de migrants. J'ai lu le livre de témoignages. Enfin, tout tombait un petit peu comme ça. Voilà. Il y a une histoire, oui, c'est ça, comme un destin, quoi, comme s'il y avait une destinée pour vous amener à l'écriture de ce roman. Oui, ouais, mais... moi j'aime bien le terme. J'aime bien ce terme poème. Je suis désolé, mais non, mais c'est pas sale, hein, la poésie. Donc, pas du tout. même si ça arrête beaucoup de gens. Oui, c'est ça. C'est qu'on a un peu l'image, voilà, de quelque chose. Là, on est complètement embarqué. Il y a un souffle vraiment tout au long de ce livre. Justement, du coup, le roman, on va dire, il est divisé quand même en chants. C'est pas vraiment des chapitres. Ça porte le nom de chants. Et donc. C'est quand même un roman qui a une structure assez particulière. Des fois, on pourrait trouver des choses qui s'apparentent à des calligraphes, enfin des poèmes en forme d'objets. Comme à un moment, il y a la barque avec avec la barque et l'arbre aussi. Oui, l'arbre aussi. Une grande vague. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette manière-là pour vous exprimer? Le calligramme ou le vers libre? Les deux. Les deux. Alors, le vers libre, parce que j'ai lu du vers libre... notamment en littérature jeunesse, et que ça m'a parlé dans les tripes, et je mourais d'envie d'écrire du vers libre, et quand ce sujet est arrivé, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, parce que ça passerait très bien sous cette forme-là. Le calligramme s'est un peu imposé quand je l'ai écrit, parce que c'est aussi de la poésie. Le calligramme, c'est apollinaire, et voilà. Du coup, c'est un livre militant ou poésie? Les deux. Les deux. Merci beaucoup. Oui, la poésie peut être militante, complètement. La poésie peut être militante, d'autant plus qu'en fait, je pense qu'elle touche peut-être plus profondément les lecteurs. Elle va un peu les chercher un peu plus loin que le roman, je pense, en termes d'émotion. Je pense que vous avez compris qu'on était fans. On avait beaucoup, que ça nous avait énormément touché, le chant du bois aux éditions Thierry Magnier. On retrouve l'ensemble maintenant de la sélection Pépites, mais cette fois dans le domaine de la bande dessinée. Et nous, on est là juste après, on ne bouge pas. À tout de suite. Bienvenue en direct, toujours, du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil pour la dernière du Café Littéraire. Ouais, je suis un petit peu triste de quitter un petit peu toute l'équipe, mais on a encore une grosse vingtaine de minutes à passer ensemble avec Laureline et Lorenzo du Book Club, du Pass Culture, qui ont lu tous les livres qu'on présente aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un peu thématisé l'émission sur les pépites fiction
ados et nous avons les deux lauréats, deux lauréats parmi les nombreux, notamment Nicolas Michel. Nicolas Michel, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bon, on est ravis de vous. Ouais, on est ravis. Bah, vous, ça va, hein? Oui, ça va. Vous êtes un homme heureux. Oui, plutôt. Ouais, plutôt. Vous aussi, Anne-Laure Bondou, vous aussi, vous êtes une femme heureuse. Bah ouais, ça va pas mal, merci. Hein, vous allez nous dire pourquoi. Hein, le suspense est intenable. On va commencer avec vous, Nicolas Michel. Alors, on vous a posé la question, puis vous nous avez dit, comme on veut. Alors, votre dernier roman, est-ce qu'on dit Océan, Océan, selon qu'on soit du Pays Basque, peut-être, il doit y avoir un peu de ça aussi, non? Moi, je suis plutôt marseillais, donc je le prononce à la marseillaise, Océan. Océan, d'accord. Alors Nicolas, vous êtes romancier, vous êtes journaliste aussi. Beaucoup de journalistes qui écrivent pour les. En fait, ça permet aussi de gagner sa vie, c'est pas mal. Oui, parce que ça paye plus le journalisme. Ça a eu payé. Le journalisme, ça va. C'est plutôt le roman, plutôt. D'accord. Vous êtes l'auteur de 3 romans publiés dans la question blanche chez Gallimard. Vous avez écrit aussi des polars. Voilà. Alors on va rentrer dans l'histoire de Océan. 6 novembre 2052. Il y a un nourrisson qui vient au monde. Alors il a une particularité. Il a une écaille sur la nuque. C'est une petite fille qui est nommée Nell Chelsea Donovan. Et on parle pour la première fois donc, dans l'histoire de mutation génétique chez l'homme. Peut-être une forme d'adaptation des êtres humains au monde de la mer, au monde aquatique. Et puis 50 ans plus tard, en janvier 2100, une jeune fille, Chloé 84A, elle est sélectionnée pour devenir équipière à vie au service d'une cité sous-marine, donc Océane, qui donne le titre au livre, fondée par Nud Spey, un espèce de messie autoproclamé d'une écologie radicale, promoteur d'une humanité nouvelle. C'est une réflexion, alors c'est super prenant, on a du mal à le lâcher une fois qu'on l'a ouvert, une réflexion sur les engagements et aussi bien sûr sur les sauveurs autoproclamés de l'humanité. Lorenzo, qu'en as-tu pensé, camarade? J'ai adoré ce roman, j'ai dévoré le pavé de 600 pages en quelques heures seulement. C'est un roman d'anticipation, de science-fiction. Est-ce que ça peut être un bon moyen d'aborder le sujet de l'écologie? Alors, j'aborde plus le sujet de la nature que celui de l'écologie. Vous faites une différence? Je fais une différence parce qu'en fait, souvent, quand on aborde le sujet de l'écologie, on en fait quelque chose d'assez terrifiant sur la fin du monde, sur tout ce qui ne va pas. Et je pense qu'une meilleure manière de l'aborder, c'est de faire comprendre à quel point la nature est importante pour nous et à quel point c'est essentiel. Et je préfère cette approche-là, le côté naturel que le côté écologie. Mais effectivement, le point de départ, effectivement, c'est cette personne qui propose de transformer l'humanité et de, a priori, mieux respecter l'environnement dans lequel on vit. Merci beaucoup. Donc moi j'ai trouvé les scènes où les personnages sont en immersion dans l'eau très prenantes. On avait vraiment l'impression d'être en apnée avec les personnages. Comment est-ce que vous avez réussi à si bien retranscrire cette sensation? Vous vivez sous l'eau? C'est à peu près ça. Alors, ça revient à la question que vous me posiez précédemment, c'est-à-dire que la question du lien avec la nature, on peut la ressentir quand on est sous l'eau. Alors après, là, pour le coup, j'ai une expérience personnelle très importante. J'ai fait beaucoup d'apnée, beaucoup de plongée. Donc, du coup, ça se sent, hein, c'est fou. Hein. En fait, il y en a quand on parle de quelque chose qu'on connaît, c'est assez rassurant pour un auteur, pour un écrivain de oui, mais tout le monde ne réussit pas. Hein. Peut-être, mais en tout cas, pour moi, finalement, c'est assez facile dans le sens où depuis que j'ai 5 ans, je suis dans la flotte et donc avec un masque à observer les poissons. Donc très petit, j'ai appris leurs noms par cœur. Je les connais à peu près tous, en tout cas ceux de la Méditerranée que je peux voir. Et du coup, c'est plus facile à raconter. Dans ce roman, on suit 2 héroïnes dont le destin se croise. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène 2 héroïnes courageuses, 2 jeunes femmes courageuses? Alors, on pose souvent la question, quand je fais des rencontres scolaires, etc., sur le choix des héros ou des héroïnes. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature et dans l'écriture, c'est de pouvoir être ce que je ne suis pas.
Et donc, objectivement, je ne suis pas une femme, je ne suis pas jeune et pas courageux. Et du coup, je préfère avoir des héroïnes femmes, jeunes et courageuses. D'accord. Mais pour le coup, ce sont deux héroïnes complètement différentes. Il y en a quand même une qui a subi un embrigadement sévère et l'autre qui est plutôt dans la révolte. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire une dystopie pour représenter le futur ? Alors en fait, j'ai pas vraiment choisi d'écrire une dystopie. Ça peut paraître étrange. Je suis parti sur cette idée de transformation et d'apparition. C'est une idée très très simple. Enfin finalement, de juste une écaille. Enfin c'est presque rien. C'est ça. C'est un détail. Un petit millimètre sur c'est un détail et le coup. Toutes les implications que ça peut avoir. Et je l'ai situé dans le futur pour, au départ, sans vraiment y réfléchir. Sachant que la plupart des thématiques abordées sont des thématiques en fait extrêmement contemporaines. Il n'y a pas dans ce livre des inventions absolument délirantes ou un monde très 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 différent du nôtre. Enfin, tous les éléments qui relèvent de la science. Touchez bien votre micro. Tous les éléments qui relèvent de la science, etc., sont des éléments dont on parle déjà aujourd'hui, beaucoup. On est limite anticipation. C'est-à-dire, si demain, en lisant le livre, je me disais, si demain, en une d'un journal, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui est né avec un petit bout d'écaille, serait-on aussi surpris que cela ? J'imagine que ça surprendrait quand même un petit peu. Je parlais plus des éléments qui concernent la mer. Ouais. Par exemple, les exploitations en profondeur, les exploitations minières en profondeur. Moi, ça se situe en 2100, donc c'est assez loin. En fait, ça existe déjà. Il y a déjà sur la zone Pacifique un travail de recherche et d'exploitation des minerais qui est très très important. Ouais, ou même la nourriture, et j'ai trouvé assez réaliste. On a vraiment l'impression que ça pourrait exister demain. Alors pour le coup, là, c'est vraiment là où il y a le plus de science-fiction, c'est dans l'invention d'un élément de nourriture qui est le pain de plancton. Donc moi, j'avais réfléchi à la question. Ouais, dans le plancton, il y a le zooplancton et le phytoplancton. On a des éléments végétaux et des éléments animaux, donc ça serait parfait en fait pour se nourrir. Dans le livre, apparemment, les héros et héroïnes, ça fait pas l'unanimité. Ils trouvent pas ça top. Non, c'est pas top. Voilà. C'est pas top. Il faut quand même beaucoup le dessaler, et donc c'est compliqué. Nicolas, je voudrais quand même qu'on fasse un focus quand même sur cette espèce de milliardaire qui s'autoproclame comme ça sauveur de l'écologie. Il y a du Elon Musk dedans, il y a tous ces milliardaires complètement mégalos qui sont en train de changer, qui veulent changer notre vie. On est d'accord. On ne s'est pas trompé au niveau de la lecture. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout trompé. Après, il y a une... Alors, c'est difficile de ne pas révéler aussi de certains aspects de l'intrigue, mais il y a une dimension greenwashing. En fait, c'est ces gens qui veulent nous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc, voilà, il y a toute une réflexion sur ça. Et pour la petite histoire, il y a aussi une réflexion philosophique sur la manière dont les personnes que vous venez de citer, quelle est leur conception politique du monde. Et donc, j'ai placé dans on va dire ce méchant, les fantasmes, les délires, et puis les règles philosophiques qui régissent la pensée des Elon Musk, Donald Trump et compagnie. Nicolas Michel, Océan, pépite, fiction, ado, vous en êtes fiers, vous êtes heureux, ça va changer quoi ? Je ne sais pas ce que ça va changer, mais je suis toujours très content quand on reçoit un prix, quand il est décerné par des lecteurs. C'est touchant parce qu'on écrit pour des lecteurs, donc c'est bien quand on est lu. Merci, bravo, félicitations. En tout cas, c'est absolument passionnant. C'est Océan de Nicolas Michel. On se fait une petite pause avec la lecture. C'est du sport. Vous allez voir, ces deux comédiens, c'est un petit peu barré, qui nous apprennent à lire, mais en faisant du sport. Vous allez voir, et on se retrouve juste après avec la lauréate de la Pépite d'Or. C'est tout de suite.
Planche, boule, coussin. Testez votre équilibre sur les différents équipements, un livre à la main. Tournez les pages et essayez de lire en maintenant l'équilibre. Cette phrase est écrite juste pour que tu tournes la page, car... Elle continue de l'autre côté pour... Ensuite, monter verticalement, puis... descendre afin de te faire pencher de la tête dans tous les sens. Jusqu'à attraper un torticolis, à moins que tu fasses tourner le livre entre tes mains, mais voilà... Qu'elle s'apprête à passer la page suivante en suivant par-dessus la reliure. Ce n'est plus une phrase, c'est un serpent qui grimpe aux arbres ou bien une sauterelle bondissante. En tout cas, une phrase bien difficile à suivre. Et qui va, une nouvelle fois, s'échapper à la page suivante. Vite! Rattrapez-la! Avant qu'elle ne file encore ailleurs, qu'elle ne glisse hors du livre. Elle va tomber trop tard. C'est inutile, Alban. Ah oui. Le café littéraire va bientôt fermer ses portes et nous allons les fermer en très très bonne compagnie parce que je suis en compagnie de Lorenzo et Laureline, deux jeunes journalistes qui sont membres du book club du Pass Culture, de gros lecteurs qui ont fait un super boulot de lire tous les livres de la sélection Pépite, émission consacrée à laquelle nous consacrons ce dernier café littéraire. Et nous allons finir en feu d'artifice là avec la lauréate de la Pépite d'Or, Anne-Laure Bondou. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et j'ai envie de dire félicitations. Qu'est-ce que ça fait? Ça représente quoi, une Pépite d'Or Eh ben, j'attends demain. Je ne sais pas si c'est incarné par un objet ou quelque chose que je pourrais du coup contempler. Il y a le chèque de 100 millions d'euros, vous êtes au courant? Ah bah alors ça, voilà, par exemple. Ça, on vous l'a dit ou pas? Non. Alors non, donc si c'est ça, ça va changer beaucoup de choses, effectivement. Ouais. Le téléphone, il sonne là, depuis quelques jours, non? Ouais, je suis très contente. Et puis, il y a quand même aussi une exposition médiatique rare en littérature jeunesse qui accompagne cette pépite d'or. Et du coup, je pense que j'aimerais que ça puisse profiter à tout le secteur aussi, quoi, de ce focus. Montreuil, c'est déjà l'occasion, mais voilà, là c'est suivi des faits un peu. Alors, vous êtes une journaliste, hein Ah ben non. Non. Vous n'avez pas débuté dans le journaliste alors si, il y a 25 ans, j'ai eu ma carte de presse, mais alors je travaillais dans la presse jeunesse, plutôt comme rédactrice. Je me suis jamais sentie journaliste du tout. Je serais très illégitime de dire ça. En tout cas, vous êtes l'auteur. Ça, nous traverserons des orages qui viennent de sortir chez Gallimard Jeunesse. L'histoire, c'est celle d'une famille, d'une maison et d'un pays, en fait. Ça commence à la veille de la Première Guerre mondiale, dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. C'est le lieu en fait d'un péché originel. Et cette histoire, elle s'achèvera un siècle plus tard au même endroit. Entre ces deux époques, il y a 4 générations qui vont traverser un siècle de guerre, d'émancipation, d'épidémie, de révolution des mœurs. C'est absolument passionnant. Lorenzo, tes impressions? Je crois que tu as particulièrement aimé, là aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé sélection ce roman. Quand même. Hein, vraiment super bonne sélection cette année. Dans ce roman, on aborde les 2 guerres mondiales, la résistance, le sida et d'autres thèmes très marquants dans l'histoire. Pourquoi avez-vous choisi des sujets aussi forts? Alors d'une part, moi c'est vrai que je le regrette d'ailleurs amèrement, je ne sais pas écrire des histoires autour de choses drôles. En fait, j'adorerais écrire un roman marrant. C'est mon prochain projet, je pense, mon prochain défi. Et en fait, j'aime le tragique. Je pense que ça vient du fait que quand j'avais votre âge, j'ai vraiment lu énormément la littérature du 19e siècle. Alors,
Il y a du Zola, hein, bien sûr, là-dedans, mais pas seulement. C'est vraiment cette littérature feuilletonnante dans laquelle, à chaque fois qu'on tourne la page, il se passe un truc terrible. Et en fait, c'était un plaisir pour moi, en tant que lectrice, d'éprouver justement ces drames que traversaient les personnages, parce que je n'avais pas l'occasion, moi, de les connaître dans ma vraie vie. Et finalement, la littérature nous permet de faire des expériences par procuration. Et bon, par ailleurs, j'avais envie d'interroger quand même la violence de ce siècle dans lequel je suis née, moi. Hein. J'ai plus un pied dans le XXe siècle que dans le XXIe pour l'instant. Donc j'avais ce désir-là. Et du coup, ce siècle étant ce qu'il est, c'était pas super marrant ce qui s'est passé au XXe siècle. Voilà. Donc le fil conducteur du roman semble être un secret de famille. Pourquoi cela prend une telle place dans le destin des personnages? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de laisser le secret prendre le dessus? Parce que, alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est un motif. On parlait tout à l'heure, mes camarades, des choses qui nous hantent, qui nous obsèdent, et dont on essaye de ne pas trop, justement, se retrouver systématiquement à ressasser les choses. Mais bon, de fait, moi, c'est vrai que cette histoire de secret et de transmission des secrets dans les familles, c'est quelque chose que j'ai déjà exploré dans d'autres romans. Parce que ça a une place très importante dans la construction de ma propre vie, en fait. Et j'ai constaté que c'est quelque chose de très répandu dans les familles, qu'aucune famille n'échappe à justement cette chape du secret qui ensuite se répercute souvent d'une façon ou d'une autre sur les générations suivantes. Donc ça me fascine, tout simplement, à titre privé aussi. On parle de secret ou on parle de névrose aussi? En fait, ce sont des secrets, des névroses qu'on... Là, en fait, j'ai été chercher tout simplement dans ma propre famille. Hein, c'est-à-dire que j'ai interrogé la violence des hommes d'une génération à l'autre. Et ça s'est traduit soit par de la violence physique projetée sur leurs femmes, leurs enfants, bien souvent, ou bien une violence aussi qui s'est retournée contre eux-mêmes, notamment à travers l'alcoolisme, qui est un fléau très 19e aussi, mais très... C'est très 20e aussi, et très 21e. Ouais, voilà, je très sens 21e. bien parti. Et donc, les hommes de ma famille, et notamment le père de mon père, qui est mort à 50 ans d'une cirrhose du foie, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire le foie est complètement imprégné d'alcool. Donc mon père moi je ne l'ai pas connu, ce grand-père bien sûr, de fait, mais mon père a vécu toute son enfance sous la terreur de ce père qui pouvait boire et dans ces cas-là qui était violent. Et cet héritage-là me touche énormément, d'essayer de projeter mon père enfant sous la violence de son père. Je suis partie de là en fait, puis j'ai remonté le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres, il y avait des précédents avant. Et donc c'est comme ça que j'ai bâti cette famille en fait, qui ressemble pas mal à la mienne. Est-ce qu'on peut tout se permettre? Est-ce qu'on peut mettre tous les sujets dans une saga familiale? Est-ce que tu penses en particulier à quelque chose qui t'a semblé étonnant dedans? C'est plutôt les secrets. Est-ce qu'on peut mettre tous les secrets? Est-ce qu'on peut mettre tous les secrets? Est-ce qu'on peut tout partager? Est-ce qu'on peut tout partager? Moi, je pense, oui, la littérature. Pour moi, la littérature, c'est l'endroit du dévoilement. C'est vraiment comme ça que je travaille, c'est-à-dire je cherche à travers mes histoires et la façon que j'ai de les raconter, peut-être de retirer des voiles et de nommer des choses qui sont innommées jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai, oui, je pense qu'on peut bien sûr tout raconter, ouais. Du coup, moi, j'ai adoré ce roman et ma mère l'a commencé. Et je suis sûre qu'elle va adorer aussi. Écrire un roman qui s'adresse à tout le monde, est-ce que c'était un de vos objectifs ou... Absolument. Alors ça, c'est vrai que c'est même quelque chose qui me poursuit depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire il y a plus de 20 ans maintenant, et un de mes tout premiers romans, qui s'appelle Les larmes de l'assassin, a généré tout de suite cette question de mais pourquoi c'est en jeunesse, pourquoi c'est pas en adulte, etc. Et ça fait donc depuis le début que je publie en littérature jeunesse et qu'on me pose la question de pourquoi c'est en jeunesse. À force, je me dis je vais finir par répondre pourquoi pas tout simplement. Et en fait non, je me suis dit
j'aime cette place qui permet de tendre la main d'un côté et de l'autre à des lecteurs qui sont en train de se bâtir. Voilà, bon, vous êtes déjà vachement bâtis tous les deux, mais même des plus jeunes qui sont... alors évidemment, l'épaisseur du roman peut les rebuter, mais en dehors de cet obstacle, je fais toujours en sorte qu'ils soient les bienvenus et que ce soit simple pour eux de rentrer dans les pages. Et j'aime m'adresser aussi à mes camarades vieux, voilà, en même temps. Anne-Laure Bondou, nous traverserons des orages. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, quand on se parle, quand on se parle, on arrive à transcender, on arrive à aller au-delà de toutes ces névroses, de ces secrets. Il faut parler, il faut échanger au sein des familles, entre gens. C'est mon souhait, oui, que les mots, le langage puissent nous faire passer le cap de l'expression de la violence physique, par exemple, oui. Ce serait pas mal. Merci à vous, Anne-Laure Bondou. Merci à Lorenzo. Merci à Laureline. J'étais ravi de finir cette semaine avec vous. On vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Lisez, lisez, lisez. C'est là aussi qu'on trouve les bonheurs de la vie. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau café littéraire. Qui sait ? Bye bye.